Une vie, par Guy de Maupassant. Chapitre 11. Elle demeura 3 mois dans sa chambre, devenue si faible et si pâle qu'on la croyait et qu'on la disait perdue. Puis, peu à peu, elle se ranima. Petit père et tante Lison ne la quittaient pas, installés tous deux au peuple. Elle avait gardé de cette secousse une maladie nerveuse. Le moindre bruit la faisait défaillir et elle tombait en de longues syncopes provoquées par les causes les plus insignifiantes. Jamais elle n'avait demandé de détails sur la mort de Julien. Que lui importait? N'en savait-elle pas assez? Tout le monde croyait à un accident, mais elle ne s'y trompait pas. Et elle gardait en son cœur ce secret qui la torturait, la connaissance de l'adultère et la vision de cette brusque et terrible visite du comte le jour de la catastrophe. Voilà que maintenant son âme était pénétrée par des souvenirs attendris, doux et mélancoliques, des courtes joies d'amour que lui avait autrefois données son mari. Elle tressaillait à tout moment à des réveils inattendus de sa mémoire, et elle le revoyait tel qu'il avait été en ses jours de fiançailles, et tel aussi qu'elle l'avait chéri, en ses seules heures de passion éclose sous le grand soleil de la Corse. Tous ses défauts diminuaient, toutes ses duretés disparaissaient, les infidélités elles-mêmes s'atténuaient maintenant dans l'éloignement grandissant du tombeau fermé. Et Jeanne, envahie par une sorte de vague gratitude posthume pour cet homme qui l'avait tenue en ses bras, pardonnait les souffrances passées pour ne songer qu'aux moments heureux. Puis, le temps marchant toujours et les mois tombant sur les mois, poudrèrent d'oubli comme d'une poussière accumulée toutes ses réminiscences et ses douleurs, et elle se donna tout entière à son fils. Il devint l'idole, l'unique pensée des 3 êtres réunis autour de lui, et il régnait en despote. Une sorte de jalousie se déclara même entre ces 3 esclaves qu'il avait, Jeanne regardant nerveusement les grands baisers donnés au baron après les séances de cheval sur son genou. Et tante Lison, négligée par lui comme elle l'avait toujours été par tout le monde, traitée parfois en bonne par ce maître qui ne parlait guère encore, s'en allait pleurer dans sa chambre en comparant les insignifiantes caresses mendiées par elle et obtenues à peine aux étreintes qu'il gardait pour sa mère et pour son grand-père. 2 années tranquilles sans aucun événement passèrent dans la préoccupation incessante de l'enfant. Au commencement du 3e hiver, on décida qu'on irait habiter Rouen jusqu'au printemps, et toute la famille émigra. Mais, en arrivant dans l'ancienne maison abandonnée et humide, Paul eut une bronchite si grave qu'on craignait une pleurésie, et les 3 parents éperdus déclarèrent qu'il ne pouvait se passer de l'air des peuples. On l'y ramena dès qu'il fut guéri. Alors commença une série d'années monotones et douces. Toujours ensemble autour du petit, tantôt dans sa chambre, tantôt dans le grand salon, tantôt dans le jardin, ils s'extasiaient sur ses bégaiements, sur ses expressions drôles, sur ses gestes. Sa mère l'appelait Paulet par câlinerie. Il ne pouvait articuler ce mot et le prononcer Poulet, ce qui éveillait des rires interminables. Le surnom de Poulet lui resta. On ne le désignait plus autrement. Comme il grandissait vite, une des passionnantes occupations des 3 parents que le baron appelait ses 3 mères était de mesurer sa taille. On avait tracé, sur le lambris contre la porte du salon, une série de petits traits au canif indiquant de mois en mois sa croissance. Cette échelle, baptisée échelle de Poulet, tenait une place considérable dans l'existence de tout le monde. Puis un nouvel individu vint jouer un rôle important dans la famille. Le chien Massacre, négligé par Jeanne, préoccupé uniquement de son fils. Nourri par Ludivine et logé dans un vieux baril devant l'écurie, il vivait solitaire, toujours à la chaîne. Paul, un matin, le remarqua et se mit à crier pour aller l'embrasser. On l'y conduisit avec des craintes infinies. Le chien fit fête à l'enfant qui beugla quand on voulut les séparer. Alors Massacre fut lâché et installé dans la maison. Il devint l'inséparable de Paul, l'ami de tous les instants. Ils se roulaient ensemble, dormaient côte à côte sur le tapis. Puis bientôt, Massacre coucha dans le lit de son camarade qui ne consentait plus à le quitter. Jeanne se désolait parfois à cause des puces, et tante Lison en voulait au chien de prendre une si grosse part de l'affection du petit, de l'affection volée par cette bête, lui semblait-il, de l'affection qu'elle aurait tant désirée. De rares visites étaient échangées avec les Briseville et les Couteliers. Le maire et le médecin troublaient seuls la solitude du vieux château. Jeanne, depuis le meurtre de la chienne et les soupçons que lui avait inspirés le prêtre lors de la mort horrible de la comtesse et de Julien, n'entrait plus à l'église, irritée contre le Dieu qui pouvait avoir de pareils ministres. L'abbé Tolbiac, de temps à autre, anathématisé,
en des allusions directes le château hanté par l'esprit du mal, l'esprit d'éternelle révolte, l'esprit d'erreur et de mensonge, l'esprit d'iniquité, l'esprit de corruption et d'impureté. Il désignait ainsi le baron. Son église d'ailleurs était désertée, et quand il allait le long des champs où les laboureurs passaient leurs charrues, les paysans ne s'arrêtaient pas pour lui parler, ne se détournaient point pour le saluer. Il passait en outre pour sorcier parce qu'il avait chassé le démon d'une femme possédée. Il connaissait, disait-on, des paroles mystérieuses pour écarter les sorts, qui n'étaient selon lui que des espèces de farces de Satan. Il imposait les mains aux vaches qui donnaient du lait bleu, ou qui portaient la queue en cercle, et par quelques mots inconnus, il faisait retrouver les objets perdus. Son esprit étroit et fanatique s'adonnait avec passion à l'étude des livres religieux contenant l'histoire des apparitions du diable sur la terre, les diverses manifestations de son pouvoir, ses influences occultes et variées, toutes les ressources qu'il avait et les tours ordinaires de ses ruses. Et comme il se croyait appelé particulièrement à combattre cette puissance mystérieuse et fatale, il avait appris toutes les formules d'exorcisme indiquées dans les manuels ecclésiastiques. Il croyait sans cesse sentir errer dans l'ombre le malin esprit, et la phrase latine revenait à tout moment sur ses lèvres. Sicut leo rugien cirquis caeren quem devoret. Alors une crainte se répandit, une terreur de sa force cachée. Ses confrères eux-mêmes, prêtres ignorants des campagnes, pour qui Belzébuth est article de foi, qui, troublés par les prescriptions minutieuses des rites en cas de manifestation de cette puissance du mal, en arrivent à confondre la religion avec la magie, considéraient l'abbé Tolbiac comme un peu sorcier, et ils le respectaient autant pour le pouvoir obscur qu'il lui supposait que pour l'inattaquable austérité de sa vie. Quand il rencontrait Jeanne, il ne la saluait pas. Cette situation inquiétait et désolait tante Lison, qui ne comprenait point, en son âme craintive de vieille fille, qu'on n'allât pas à l'église. Elle était pieuse sans doute elle se confessait et communiait, mais personne ne le savait et ne cherchait à le savoir. Quand elle se trouvait seule, toute seule avec Paul, elle lui parlait tout bas du bon Dieu. Il l'écoutait à peu près quand elle lui racontait les histoires miraculeuses des premiers temps du monde. Mais quand elle lui disait qu'il faut aimer beaucoup, beaucoup le bon Dieu, il répétait parfois « Où qu'il est, tante ?» Alors elle montrait le ciel avec son doigt. « Là-haut, poulet, mais il ne faut pas le dire. » Elle avait peur du baron. Mais un jour, Poulet lui déclara « Le bon Dieu, il est partout, mais il n'est pas dans l'église. » Il avait parlé à son grand-père des révélations mystérieuses de tante. L'enfant prenait 10 ans, sa mère semblait en avoir 40. Il était fort, turbulent, hardi pour grimper dans les arbres, mais il ne savait pas grand-chose. Les leçons l'ennuyant, il les interrompait tout de suite. Et toutes les fois que le baron le retenait un peu plus longtemps devant un livre, Jeanne aussitôt arrivait disant « Laisse-le donc jouer maintenant, il ne faut pas le fatiguer, il est si jeune. » Pour elle, il avait toujours 6 mois ou 1 an. C'est à peine si elle se rendait compte qu'il marchait, courait, parlait comme un petit homme, et elle vivait dans une peur constante qu'il ne tombât, qu'il n'eût froid, qu'il n'eût chaud en s'agitant, qu'il ne mangeât trop pour son estomac ou trop peu pour sa croissance. Quand il eut 12 ans, une grosse difficulté surgit, celle de la première communion. Lise un matin vint trouver Jeanne et lui représenta qu'on ne pouvait laisser plus longtemps le petit sans instruction religieuse et sans remplir ses premiers devoirs. Elle argumenta de toutes les façons, invoquant 1000 raisons, et avant tout l'opinion des gens qu'il voyait. La mère, troublée, indécise, hésitait, affirmant qu'on pouvait attendre encore. Mais 1 mois plus tard, comme elle rendait une visite à la vicomtesse de Briseville, cette dame lui demanda par hasard « C'est cette année sans doute que votre Paul va faire sa première communion ?» Et Jeanne, prise au dépourvu, répondit « Oui, madame ». Ce simple mot la décida. Et sans en rien confier à son père, elle pria Lise de conduire l'enfant au catéchisme. Pendant 1 mois, tout alla bien, mais Poulet revint un soir avec la gorge enrouée, et le lendemain elle toussait. Sa mère affolée l'interrogea, et elle apprit que le curé l'avait envoyé attendre la fin de la leçon à la porte de l'église dans le courant d'air du porche, parce qu'il s'était mal tenu. Elle le garda donc chez elle et lui fit apprendre elle-même cet alphabet de la religion. Mais l'abbé Tolbiac, malgré les supplications de Lison, refusa de l'admettre parmi les communiants, comme étant insuffisamment instruit. Il en fut de même l'an suivant. Alors le baron, exaspéré, jura que l'enfant n'avait pas besoin de croire à cette niaiserie, à ce symbole puéril de la transsubstantiation, pour être un honnête homme,
et il fut décidé qu'il serait élevé en chrétien, mais non pas en catholique pratiquant, et qu'à sa majorité il demeurerait libre de devenir ce qui lui plairait. Et Jeanne, quelque temps après, ayant fait une visite au Briseville, n'en reçut point en retour. Elle s'étonna, connaissant la méticuleuse politesse de ses voisins, mais la marquise de Coutelier lui révéla avec hauteur la raison de cette abstention. Se regardant par la situation de son mari et par son titre bien authentique et par sa fortune considérable comme une sorte de reine de noblesse normande, la marquise gouvernait en vraie reine, parlait en liberté, se montrait gracieuse ou cassante, selon les occasions, admonestée, redressée, félicitée à tout propos. Jeanne donc, s'étant présentée chez elle, cette dame, après quelques paroles glaciales, prononça d'un ton sec. La société se divise en deux classes, les gens qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Les uns, même les plus humbles, sont nos amis, nos égaux. Les autres ne sont rien pour nous. Jeanne, sentant l'attaque, répliqua. Mais ne peut-on croire en Dieu sans fréquenter les églises? La marquise répondit. Non, madame. Les fidèles vont prier Dieu dans son église comme on va trouver les hommes en leur demeure. Jeanne, blessée, reprit. Dieu est partout, madame. Quant à moi qui crois du fond du cœur à sa bonté, je ne le sens plus présent quand certains prêtres se trouvent entre lui et moi. La marquise se leva. Le prêtre porte le drapeau de l'église, madame. Quiconque ne suit pas le drapeau est contre lui et contre nous. Jeanne s'était levée à son tour frémissante. Vous croyez, madame, au Dieu d'un parti, moi je crois au Dieu des honnêtes gens. Elle salua et sortit. Les paysans aussi la blâmaient entre eux de n'avoir point fait faire à Poulet sa première communion. Il n'allait point aux offices, n'approchait point les sacrements, ou ne les recevait qu'à Pâques selon les prescriptions formelles de l'Église. Mais pour les mioches, c'était autre chose. Et tous auraient reculé devant l'audace d'élever un enfant hors de cette loi commune, parce que la religion, c'est la religion. Elle vit bien cette réprobation et s'indigna en son âme de toutes ces pactisations, de ces arrangements de conscience, de cette universelle peur de tout, de la grande lâcheté gitée au fond de tous les cœurs et parée quand elle se montre de tant de masques respectables. Le baron prit la direction des études de Paul et le mit au latin. La mère n'avait plus qu'une recommandation, surtout ne le fatigue pas, et elle rôdait inquiète près de la chambre aux leçons. Petit père, lui en ayant interdit l'entrée parce qu'elle interrompait à tout instant l'enseignement pour demander « Tu n'as pas froid aux pieds, Poulet ?» ou bien « Tu n'as pas mal à la tête, Poulet ?» ou bien pour arrêter le maître « Ne le fais pas tant parler, tu vas lui fatiguer la gorge. » Dès que le petit était libre, il descendait jardiner avec mère et tante. Ils avaient maintenant un grand amour pour la culture de la terre, et tous trois plantaient des jeunes arbres au printemps, semaient des graines dont l'éclosion et la poussée les passionnaient, taillaient des branches, coupaient des fleurs pour faire des bouquets. Le plus grand souci du jeune homme était la production des salades. Il dirigeait 4 grands carrés du potager où il élevait avec un soin extrême laitue, romaine, chicorée, barbe de capucin, royale, toutes les espèces connues de ces feuilles comestibles. Il bêchait, arrosait, sarclait, repiquait, aidé de ses 2 mères qu'il faisait travailler comme des femmes de journée. On les voyait pendant des heures entières à genoux dans les plates-bandes, maculant leurs robes et leurs mains, occupées à introduire la racine des jeunes plants en des trous qu'elles creusaient d'un seul doigt, piqués d'aplomb dans la terre. Poulet devenait grand, il atteignait 15 ans, et l'échelle du salon marquait 1,58 m, mais il restait enfant d'esprit, ignorant, niais, étouffé par ses 2 jupes et ce vieil homme aimable qui n'était plus du siècle. Un soir enfin, le baron parla du collège, et Jeanne aussitôt se mit à sangloter. Tante Lison, effarée, se tenait dans un coin sombre. La mère répondait « Qu'a-t-il besoin de t'en savoir? Nous en ferons un homme des champs, un gentilhomme campagnard. Il cultivera les terres, comme font beaucoup de nobles. Il vivra et vieillira heureux dans cette maison où nous aurons vécu avant lui, où nous mourrons. Que peut-on demander de plus ?» Mais le baron hochait la tête. « Que répondras-tu s'il vient te dire lorsqu'il aura 25 ans « Je ne suis rien, je ne sais rien par ta faute, par la faute de ton égoïsme maternel. Je me sens incapable de travailler et de devenir quelqu'un, et pourtant je n'étais pas fait pour la vie obscure, humble et triste à mourir, à laquelle ta tendresse imprévoyante m'a condamnée. » Elle pleurait toujours, implorant son fils. « Dis, Poulet, tu ne me reprocheras jamais de t'avoir trop aimé, n'est-ce pas ?» Et le grand enfant, surpris, promettait. « Non, maman. »« Tu me le jures ?»« Oui, maman. »« Tu veux rester ici, n'est-ce pas ?»« Oui, maman. » Alors le baron parla ferme et haut. « Jeanne, tu n'as pas le droit de disposer de cette vie. Ce que tu fais là est lâche et presque criminel.
Tu sacrifies ton enfant à ton bonheur particulier. » Elle cacha sa figure dans ses mains, poussant des sanglots précipités, et elle balbutiait dans ses larmes. « J'ai été si malheureuse, si malheureuse. Maintenant que je suis tranquille avec lui, on me l'enlève. Qu'est-ce que je deviendrai toute seule, à présent ?» Son père se leva, vint s'asseoir auprès d'elle, la prit dans ses bras. « Et moi, Jeanne ?» Elle le saisit brusquement par le cou, l'embrassa avec violence, puis toute suffoquée encore, elle articula au milieu d'étranglements. « Oui, tu as raison, peut-être, petit père. J'étais folle, mais j'ai tant souffert, je veux bien qu'il aille au collège. » Et sans trop comprendre ce qu'on allait faire de lui, Poulet à son tour se mit à larmoyer. Alors ses trois mères, l'embrassant, le câlinant, l'encouragèrent, et lorsqu'on monta se coucher, tous avaient le cœur serré, et tous pleurèrent dans leur lit, même le baron qui s'était contenu. Il fut décidé qu'à la rentrée, on mettrait le jeune homme au collège du Havre. Il eut, pendant tout l'été, plus de gâteries que jamais. Sa mère gémissait souvent à la pensée de la séparation. Elle prépara son trousseau comme s'il allait entreprendre un voyage de 10 ans. Puis, un matin d'octobre, après une nuit sans sommeil, les deux femmes et le baron montèrent avec lui dans la calèche qui partit au trot des 2 chevaux. On avait déjà choisi, dans un autre voyage, sa place au dortoir et sa place en classe. Jeanne, aidée de tante Lison, passa tout le jour à ranger les hardes dans la petite commode. Comme le meuble ne contenait pas le quart de ce qu'on avait apporté, elle alla trouver le proviseur pour en obtenir un second. L'économe fut appelé. Il représenta que tant de linge et d'effets ne ferait que gêner sans servir jamais. Il refusa, au nom du règlement, de céder une autre commode. La mère, désolée, se résolut alors à louer une chambre dans un petit hôtel voisin, en recommandant à l'hôtelier d'aller lui-même porter à Poulet tout ce dont il aurait besoin au premier appel de l'enfant. Puis on fit un tour sur la jetée pour regarder sortir et entrer les navires. Le triste soir tomba sur la ville qui s'illuminait peu à peu. On entra pour dîner dans un restaurant. Aucun d'eux n'avait faim. Ils se regardaient d'un œil humide pendant que les plats défilaient devant eux et s'en retournaient presque pleins. Puis on se mit en marche lentement vers le collège. Des enfants de toutes les tailles arrivaient de tous les côtés, conduits par leurs familles ou par des domestiques. Beaucoup pleuraient. On entendait un bruit de larmes dans la grande cour à peine éclairée. Jeanne et Poulet s'étreignirent longtemps. Tante Lison restait derrière, oubliée tout à fait, et la figure dans son mouchoir. Mais le baron, qui s'attendrissait, abrégea les adieux en entraînant sa fille. La calèche attendait devant la porte. Ils montèrent dedans, tous trois, et s'en retournèrent dans la nuit vers les peuples. Parfois, un gros sanglot passait dans l'ombre. Le lendemain, Jeanne pleura jusqu'au soir. Le jour suivant, elle fit atteler le phaéton et partit pour le Havre. Poulet semblait avoir déjà pris son parti de la séparation. Pour la première fois de sa vie, il avait des camarades, et le désir de jouer le faisait frémir sur sa chaise au parloir. Jeanne revint ainsi tous les 2 jours, et le dimanche pour les sorties. Ne sachant que faire pendant les classes, entre les récréations, elle demeurait assise au parloir, n'ayant ni la force ni le courage de s'éloigner du collège. Le proviseur la fit prier de monter chez lui, et il lui demanda de venir moins souvent. Elle ne tint pas compte de cette recommandation. Il la prévint alors que si elle continuait à empêcher son fils de jouer pendant les heures des bals et de travailler en le troublant sans cesse, on se verrait forcé de le lui rendre, et le baron fut prévenu par un mot. Elle demeura donc gardée à vue au peuple comme une prisonnière. Elle attendait chaque vacance avec plus d'anxiété que son enfant. Et une inquiétude incessante agitait son âme. Elle se mit à rôder par le pays, se promenant seule avec le chien Massacre pendant des jours entiers, en rêvassant dans le vide. Parfois, elle restait assise durant tout un après-midi à regarder la mer du haut de la falaise. Parfois, elle descendait jusqu'à Yport, à travers le bois, refaisant des promenades anciennes, dont le souvenir la poursuivait. Comme c'était loin le temps où elle parcourait ce même pays, jeune fille et grise de rêve. Chaque fois qu'elle revoyait son fils, il lui semblait qu'ils avaient été séparés pendant 10 ans. Il devenait homme de mois en mois. De mois en mois, elle devenait une vieille femme. Son père paraissait son frère, et tante Lison, qui ne vieillissait point, restait fanée dès son âge de 25 ans, avait l'air d'une sœur aînée. Poulet ne travaillait guère. Il doubla sa 4e. La 3e alla tant bien que mal, mais il fallut recommencer la seconde. Et il se trouva en rhétorique alors qu'il atteignait 20 ans. Il était devenu un grand garçon blond, avec des favoris déjà touffus et une apparence de moustache.
C'était lui maintenant qui venait au peuple chaque dimanche. Comme il prenait depuis longtemps des leçons d'équitation, il louait simplement un cheval et faisait la route en 2 heures. Dès le matin, Jeanne partait au-devant de lui avec la tante et le baron qui se courbaient peu à peu et marchaient ainsi qu'un petit vieux, les mains rejointes derrière son dos comme pour s'empêcher de tomber sur le nez. Ils allaient tout doucement le long de la route, s'asseyant parfois sur le fossé et regardant au loin si on n'apercevait pas encore le cavalier. Dès qu'il apparaissait comme un point noir sur la ligne blanche, les 3 parents agitaient leurs mouchoirs, et il mettait son cheval au galop pour arriver comme un ouragan, ce qui faisait palpiter de peur Jeanne et Lison, et s'exalter le grand-père qui criait « Bravo !» dans un enthousiasme d'impotent. Bien que Paul eût la tête de plus que sa mère, elle le traitait toujours comme un marmot, lui demandant encore « Tu n'as pas froid aux pieds, poulet ?» Et quand il se promenait devant le perron, après déjeuner, en fumant une cigarette, elle ouvrait la fenêtre pour lui crier « Ne sors pas nu-tête, je t'en prie, tu vas attraper un rhume de cerveau. » Et elle frémissait d'inquiétude quand il repartait à cheval dans la nuit. « Surtout ne va pas trop vite, mon petit poulet, sois prudent, pense à ta pauvre mère qui serait désespérée s'il t'arrivait quelque chose. » Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.